Bonjour les experts, cas d'actualité, merci d'être à l'heure, contrairement à Donald Trump. Anne-Sophie Alsif, bonjour, merci d'être avec nous Anne-Sophie. Vous êtes chef économiste du cabinet d'audit BDO France et professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. En face, Rafik Smati. Bonjour Rafik, Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes fondateur de Luxor AI, ça tombe bien, on va parler d'intelligence artificielle, et président du groupe Avanters. Et Mathieu Jolivet, merci Mathieu Jolivet d'être avec nous ce matin, journaliste à BFM Business et grand spécialiste des questions internationales. Ça tombe bien parce que le menu international est riche, très complet ce matin. Donc le voilà, il arrive avec 3 heures de retard a priori, mais ça fait partie du jeu. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée de l'arrivée de Donald Trump à Davos ? Alors, moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de déclarations, de tweets. Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'est-ce qu'il va dire, notamment sur la Chine. C'est vrai que depuis le début, on est très, pourquoi il fait ça au Groenland, encore une fois, les droits de douane. Je pense que vraiment, le fil conducteur, si on peut essayer d'en trouver un, c'est ce qu'on essaie de faire quand même, c'est toujours ce problème de dépendance, et notamment de dépendance importante des États-Unis à la Chine, notamment sur certains produits, notamment sur les secteurs de la défense. Et c'est vraiment au moment de la guerre commerciale qu'il a vu ces dépendances. Il en avait conscience, il était contre le fait que la Chine soit rentrée à l'Organisation mondiale du commerce, mais il ne pensait pas que les États-Unis, sur certains secteurs, allaient être aussi dépendants. Vulnérables, presque. Vulnérables. Et donc, ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce qu'il va s'en prendre aux Européens, le Groenland, et donc rester sur cette carte, ou est-ce qu'il va s'en prendre à la Chine en expliquant que c'est parce qu'il pense que la Chine s'en prend au Groenland, en tout cas ne va pas respecter les règles, qu'il fait ça pour justifier son action auprès des Européens. C'est quand même dans le discours assez différent. Ouais, mais ce n'est pas du tout le discours que Donald Trump nous sert depuis quelques jours. On a l'impression que la Chine n'est plus le problème. À la base, c'était réchauffement mais là, on est très Groenland. Et là, maintenant, on est très Groenland parce que les Européens ont réagi en envoyant des soldats, etc. Donc, ça l'a énervé, et donc il est là-dessus. Mais c'est ça qui va être assez intéressant dans ces déclarations. Et ce qui va être beaucoup plus, regardez, en fait, je fais ça par rapport à la Chine, donc vous êtes un peu un dommage collatéral, donc peut-être ne vous vexez pas et on essaie de discuter. Au contraire, pas du tout. Il va rester bloc sur l'Europe en disant je vous tire à boulet rouge et je veux le Groenland. Réponse cet après-midi, enfin peut-être, parce qu'on n'est jamais à l'abri de surprise. Ouais. On ne sait pas. Rafik Smati, vous attendez quoi de cette intervention, des faits et gestes, on va dire, de Donald Trump, parce que c'est pas forcément que des interventions au sens s'exprimer, prendre la parole, ça peut être aussi des messages sur les réseaux sociaux ou des partages de messages privés. Écoutez, bien malin est celui qui est capable de faire de la psychologie sur Donald Trump. Tout ce que nous connaissons du personnage, et c'est pour ça que je ne vais pas analyser tous ses faits et gestes d'ailleurs, ce que l'on sait du personnage, c'est qu'il est capable de faire des allers-retours assez vite. C'est-à-dire qu'il est capable de vous faire une grosse sortie à midi et de la tempérer à 17h et de faire de la surenchère à 20h. Donc je crois que c'est à la fin du bal qu'on paye les artistes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va sortir de ce forum de Davos globalement. Et je crois qu'il ne faut surtout pas s'attacher aux petites phrases qui vont être sorties ici ou là, parce que c'est un acteur et il va sortir des phrases. Mais il va se contredire lui-même. Donc, si on se laisse aspirer dans cette spirale-là, il y a de quoi devenir fou. Ce qui m'intéresse par-dessus tout, moi, c'est l'attitude des Européens. C'est-à-dire que nous avons les États-Unis qui sont dans une logique de conquête. Alors, ils ont été dans une logique de conquête technologique, de conquête scientifique pendant de nombreuses années, et ils rentrent aujourd'hui dans une logique de conquête territoriale. C'est un fait. On en pense, nous, Européens, du mal, mais c'est un fait, et je pense qu'il ira au bout. Et je pense que, y compris son projet, parce qu'il y a le Donald Trump qui est extrêmement maladroit dans la manière de s'y prendre, la publication des SMS, etc. Ou volontairement maladroit. Ou sincèrement maladroit. Et puis il y a une idéologie derrière. L'idéologie qui consiste à constituer un super empire d'Amérique du Nord. Et ça, je pense qu'il l'a sincèrement en lui, et je pense qu'il fera tout pour le porter. Et c'est quelque part dans l'ordre des choses. C'est-à-dire que, moi, vous savez, il y a 15 ans, j'avais écrit un livre qui s'appelait Révolution Y, et j'avais théorisé le fait que le monde se dirigeait d'ici la fin du XXIe siècle vers 8 grands empires planétaires. Et l'un de ces empires devant être l'empire d'Amérique du Nord. Là où je me suis trompé dans mon analyse, c'est que j'avais théorisé que le premier empire qui devait arriver, c'était l'empire européen. Et le problème, c'est que nous, en Europe, aujourd'hui, on est rentré dans une logique, au contraire, de régression, de surtaxe, de surnomme, etc. Bref, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Europe. Ce qui m'intéresse, c'est l'Europe. Et c'est pas... Alors, le président de la République, Emmanuel Macron, a une attitude juste dans les mots et dans la posture, parce qu'on ne peut pas ne rien dire.
On ne peut pas rien dire. On ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien. En revanche, les mots ne suffiront pas avec Donald Trump. Et moi, ce qui m'inquiète profondément, c'est l'état de dépendance dans lequel on s'est mis, dépendance dans laquelle on ne sortira pas dans les 2 prochaines années, notamment dépendance en matière de réseau numérique, en matière de cloud, en matière de moyens de paiement, en matière de sécurité nationale avec la colonie numérique, la fameuse colonie numérique, avec et qui a investi l'ensemble des secteurs de notre société, qui fait qu'en cas d'escalade avec Washington, on n'aurait pas 10% de droits de douane en plus. On aurait des mesures de rétorsion qui pourraient nous conduire, de manière graduelle, parce qu'il ne le fera pas du jour au lendemain, à une sorte de Moyen-Âge numérique de l'Europe. Et moi, si j'étais aujourd'hui dans le Conseil de l'Europe, donc les chefs d'État et de gouvernement, je dirais, nous devons planifier collectivement à 5 ans et à 10 ans une sortie de nos dépendances vis-à-vis des États-Unis, de nos dépendances vis-à-vis de la Chine. Parce que nous allons rentrer vraisemblablement en zone de turbulence. Turbulence contre lesquelles on ne pourra pas faire grand-chose, hélas. Et il va se passer des choses en Amérique du Nord, il se passera des choses en Asie, et on n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre parce que nous ne serons pas suffisamment puissants pour agir. Donc on prend acte de nos dépendances et on se donne 5 ans, 10 ans pour établir un plan avec une vraie planification, avec un véritable objectif stratégique qui se repose en partie d'ailleurs sur le rapport Draghi, pour sortir de nos dépendances, en faire un acte fondateur d'une Union européenne 2e génération. Donc le sevrage européen, on va revenir sur cette position européenne. Mathieu Jolivet, qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Enfin, qu'est-ce que... En fait, c'est compliqué, on ne peut pas lire dans une boule de cristal aujourd'hui. Surtout avec Donald Trump. Si j'allais dire une certitude, non, parce que méfions-nous aussi des certitudes, mais je pense que les allers-retours de Donald Trump, ça devient presque l'écume des choses aujourd'hui. C'est-à-dire que, et vous l'avez bien dit, s'il y a une chose qui est assez sidérante, mais qui est assez structurée dans sa pensée, c'est le nouveau monde dans lequel on rentre et qu'il est en train de dessiner. Ce nouveau monde, il a été gravé noir sur blanc dans sa revue de sécurité intérieure il y a quelques semaines. Et donc c'est un monde... qui a eu un effet de blast. Un effet de blast avec un monde hémisphérique, multipolaire, et où finalement chacun devient un peu shérif de son hémisphère. Donc lui, il se retrouve shérif de cet hémisphère occidental, dans lequel vous avez le Canada, dans lequel vous avez le Groenland, et effectivement, aujourd'hui, on est en train de traverser une grosse zone de turbulence, et je pense qu'il vient aujourd'hui à Davos pour dire à tout le monde, ok, on se calme, on boit frais, on se tient à la barre, on est en train de traverser cette zone de turbulence, mais c'est le prix à payer pour entrer dans ce nouveau monde dans lequel je vous rappelle ce conseil de paix que je vais présider. Finalement, il imagine un monde dans lequel chaque année, vous n'aurez plus la réunion avec l'Assemblée générale de l'ONU, mais une sorte de conseil hémisphérique avec les shérifs de chaque hémisphère qui se retrouveront à Mar-a-Lago avec lui en président de ce conseil de paix qui en fait est un conseil hémisphérique. Donc bienvenue dans ce nouveau monde. Après, la question moi, que je me pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui peut arrêter Donald Trump ? Je pense que c'est ça. Ou le dévier déjà. Ou le dévier. Vous avez la situation de politique intérieure. Est-ce que le climat social qui part du Minnesota est quelque chose de totalement contenu, de Minneapolis est quelque chose de complètement contenu, ou est-ce que finalement le blast de sa politique migratoire va faire tache d'huile dans toute la société américaine, etc. On va le gouverneur de Californie. Anne-Sophie. Exactement, ouais. mais ça j'ai du mal aujourd'hui à jauger, à savoir si c'est quelque chose qui peut être de nature à déstabiliser Donald Trump, parce qu'il y a quand même en ligne de mire les midterms, quasiment aucun président en exercice n'a remporté ces midterms. Si le Congrès change de bord et devient démocrate, à ce moment-là, il y a deux directions. Soit les démocrates sortent le bazooka, et à ce moment-là, sont dans une logique de procédure d'impeachment, etc. Soit Donald Trump continue à faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire à dévitaliser petit à petit les contre-pouvoirs qu'il a. On se retrouverait dans cette direction. Et le deuxième stop possible qu'il pourrait y avoir, qu'il faut guetter aussi, c'est celui des marchés. Sur les 2 mandats. Marchés qui ont été fébriles hier. Qui ont été fébriles hier. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, on a une baisse de dollar et une hausse du taux à 10 ans américain. Dans une moindre mesure, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce cocktail-là qu'on a eu en avril dernier.
et qui a fait... Suite, je précise juste pour les auditeurs, suite à la guerre jour de commerciale libération exactement. Et le stop de Donald Trump qui a reporté tout de 90 jours. Voilà. Exactement. Et en fait, ça a été la seule reculade connue de la présidence de Donald Trump, c'est celle-là. Et le seul stop qu'il ait eu à affronter et à subir, c'est celui des marchés. Aujourd'hui, vous avez 40% de la dette américaine qui est détenue par les Européens. On va y revenir sur les leviers possibles pour l'Europe, et certains leviers sont aussi dangereux à manipuler. J'ajoute un point quand même, Mathieu aussi, s'il y a de la lecture économique dans ces paramètres, il y a aussi l'insatisfaction, on va dire, de la société américaine par rapport au pouvoir d'achat, aux droits et tout ça. Ouais, vous savez qu'aujourd'hui, j'ai entendu une donnée, aux États-Unis, vous êtes propriétaire en moyenne à partir de 40 ans. Voilà. Anne-Sophie, vous vouliez rebondir sur le. Oui, parce que moi, je suis pas sûre. Enfin, je trouve qu'il annonce beaucoup de choses, mais en fait, dans les faits, quand on voit ces annonces, c'est vraiment, on dit, il recule pas, etc. Quand on regarde les droits de douane, justement, il a beaucoup reculé. On parle de la Chine, il parlait de même à un moment 200%, on en est très loin. Et même l'Europe, elle avait parlé de 30, 50, enfin bon, voilà, c'était des chiffres fous. On n'était pas du tout à ces niveaux. Et là, on est dans l'art du deal, là, on est parti tellement loin qu'on est content d'être. Quand on dit qu'il recule jamais, moi, je trouve qu'il recule beaucoup en général, justement, par rapport à ce qu'il a. La position du taco, voilà. finalement. Et là, ce qui est intéressant avec le Groenland, voilà, les Européens réagissent. On pourrait dire, voilà, territoire, conquête, vous l'avez dit, territorial. Ils pourraient dire, très bien, si vous venez au Danemark, moi, je peux envoyer des chars américains, etc. Il répond que par les droits de douane, sur l'argument économique, pas militaire. Donc, à ce stade. Donc là aussi, je pense qu'en termes d'opposition, on a parlé du gouverneur de Californie, je ne suis pas sûre que la majorité des Américains, qui sont peut-être plus isolationnistes, vont accepter qu'il y ait peut-être des Américains qui aillent au Groenland, qu'il y ait des conflits territoriaux avec l'Europe. Je ne suis pas sûre que la majorité... que 75% des Américains sont contre. Et là, il est en train de perdre 2 ou 3 points dans les sondages. Il perd quand même ça. Il a, je pense, quand même une opposition démocrate. On dit on ne les entend pas, etc. Mais bon, il y a quand même des gens qui sont contre. Et comme vous l'avez dit, il y a les élections. Donc là encore, moi, je pense qu'il est toujours un peu dans je mets une bouée à la mer, je suis dans l'extrême, et puis je vois ce que je peux récolter après. Et là, c'est vrai qu'en disant très bien, j'ai une conquête territoriale, mais je réponds par des droits de douane, c'est assez intéressant qu'ils ne répondent pas sur le cadre militaire, mais économique. Alors, vous en avez parlé spontanément, c'est évidemment la position européenne, où on sent, contrairement à l'épisode des droits de douane, on va dire d'avril, le fait que l'Europe sort un tout petit peu l'écrou à ce stade-là. Oui. Il y a la position d'Emmanuel Macron, mais même Ursula von der Leyen ce matin a pris la parole en disant qu'il est temps pour l'Europe de prendre des positions un peu agressives dans le monde qui se dessine. Quels sont les outils aujourd'hui réalistes, parce que c'est après on fantasme beaucoup de choses. On a parlé de contre-mesures, on a parlé de l'instrument anti-coercition. Mathieu, à juste titre, a parlé de l'obligataire, finalement, de la dette américaine. Aujourd'hui, l'Europe dispose de quels outils dans ce domaine-là ? Alors, on a beaucoup d'outils. Donc déjà, on a notre marché, puisqu'on l'a dit, les plateformes numériques, vous l'avez dit, on est dépendant d'eux, mais eux aussi, ils sont dépendants de nous, ils ont besoin de notre marché. Donc bien sûr que si on arrêtait du jour au lendemain, ce serait très très compliqué pour nous, mais ce serait aussi très 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 compliqué pour eux. Vous avez des secteurs industriels aussi, on est dominant. Les médicaments, je crois qu'ils consomment beaucoup de pharmacies, de médicaments. Là, on est exportateur net. Donc là aussi, on pourrait dire, très bien, ou sinon, vous mettez des droits de douane énormes sur la pharmacie. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a des domaines, on a des secteurs où on peut jouer et on pourrait faire, si on avait la volonté politique, et avoir la même vision que lui en disant, vous mettez des droits de douane, on arrête. Regardez la Chine qui a interdit les plateformes américaines sur son territoire. Voilà, ils le font. Alors, ça pouvait contourner, etc., dans les faits, mais ils le font. Donc, si on a la volonté politique, on peut vraiment tout faire et on a la capacité de le faire économiquement. Est-ce que c'est un jeu tenable ? Est-ce que c'est un jeu tenable ? Oui, mais est-ce qu'eux se posent la question ? C'est un petit peu ça. Et on voit que qu'est-ce qu'ils respectent ? Vous le voyez dans les faits, quand même les Chinois ont réagi, ou même là, les Européens qui ont envoyé quelques personnes au Danemark. C'est le rapport de force. Et il aime bien quand son adversaire réagit et non pas s'aplatit. Là, on le voit, les droits de douane, tout de suite, après avoir signé les 15%, on va reprendre 10, demain, ce sera autre chose. Et c'est sûr, il déteste ça. Ce qu'il veut, c'est voir qu'il y ait du répondant. Là, on voit qu'avec le Danemark, il se dit « Ah là, j'ai quand même touché, il y a du répondant ». C'est ça qu'il aime. Et donc, tant qu'on ne sera pas dans cette psychologie, qu'on continuera à dire « Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on peut le faire ?» Non, du coup, ne faisons rien. Voilà, on continuera et continuera à nous mettre des droits de douane, tout ce qu'il veut. Et on continuera à se dire « Ah, on a signé, c'est fini ». Et le lendemain, il recommencera. Ce qui est un peu d'ailleurs l'analyse de Scott Bessent, hier, qui a la parole à Davos, en disant la meilleure réaction de l'Europe, c'est de faire une réunion, finalement. Rafik, sur cette capacité réelle à l'Europe de gonfler ses muscles face à Donald Trump, quelque part, quand on vous entend Anne-Sophie, on a le sentiment, finalement, il serait peut-être temps que l'Europe prenne un peu une position chinoise
en fait, si je devais traduire. Voilà. Oui, vous avez dit, est-ce que l'Europe doit montrer les crocs ? Oui, elle doit montrer les crocs. Mais si vous avez déjà vu un chihuahua qui montre les crocs, en termes de crédibilité, ça donne quoi exactement ? C'est un petit peu notre. Non, mais symboliquement, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous regardez le marché européen, laissez-moi terminer. Aujourd'hui, nous sommes en état de dépendance absolue sur l'ensemble des services vitaux et de la filière vitale. Il faut juste en être conscient. Oui, mais c'est pareil pour les États-Unis et la Chine. Oui, exactement. Alors non, pas tant que ça avec la Chine, pas tant que ça. Mis à part sur la question des terres rares. Non, mais là je parle US-Chine. Ah oui, bien sûr. Mais sauf que les US, s'ils décident de couper la racine du web et les noms de domaine, par exemple, ils peuvent le faire. Les Chinois ne peuvent pas le faire. Si les US décident de nous couper l'accès à nos moyens de paiement, ils peuvent le faire. La Chine ne peut pas le faire. Donc il y a quand même. Peut faire d'autres choses. Il y a quand même une grosse différence. Je crois que. Rafik, vous. Mais on est obligé de montrer les crocs, évidemment. Voilà. On est obligé de montrer les crocs. Ce que vous dites, c'est que dans le numérique, ça va être dur à jouer. Non, mais ce que je veux dire par là. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a ce que l'on doit faire pour garder la face et pour rentrer dans le rapport de force, parce que là où vous avez raison, c'est que Donald Trump a besoin de ce rapport de force. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que nous n'avons au fond de nous, et vous savez, la première étape du sursaut, c'est d'être conscient de nos faiblesses. C'est-à-dire que si on part du principe que nos 450 millions de consommateurs, qui sont une vraie force, vous avez raison, suffisent à établir le rapport de force, c'est mal comprendre la psychologie de celui que vous avez en face. Donc il faut que nous soyons conscients de la séquence dans laquelle on est, que l'on joue le rapport de force parce qu'on n'a pas le choix, on est obligé de jouer ce rapport de force, mais que l'on soit conscient. C'est très important qu'on soit conscient des dépendances qui sont les nôtres pour pouvoir nous mettre au boulot. Parce que si on bombe le torse en se disant c'est bon, on a tout ce qu'il faut à notre disposition pour. Oui, mais c'est le plus important. Je veux bien qu'on le sache, mais on ne le fait pas. Je suis désolée, le rapport Draghi aujourd'hui, vous avez 15% de son contenu qui est réalisé. C'est ça la réalité. On est tout à fait d'accord sur le constat, etc. Mais là où j'insiste là-dessus, et c'est pour ça que je serais beaucoup plus nuancée, c'est que dès que vous parlez de l'Europe, c'est tout le temps on a des défaillances, etc. Ça, tout le monde le sait. Vous croyez que la Russie, c'est la première puissance économique mondiale, que c'est une économie domestique et florissante, etc. Non, c'est voilà. Et qu'est-ce qu'ils font ? Donc, il faut juste arrêter de toujours dire il faut que je dise rien parce que là, c'est mort, là, c'est mort, là, c'est mort. Donc, vraiment, je fais rien. Les autres ont énormément de dépendance, y compris la Chine. Quand les États-Unis leur ont dit 200%, ils ont dit d'accord, mais on va faire pareil. Ils savent très bien que les Chinois, il y a aussi plein de secteurs, ils ont besoin des États-Unis. Donc tout le monde est dedans. Et nous, le problème, c'est qu'au lieu de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour justement rentrer dans le jeu et dire on va vous menacer aussi, c'est attention, on a une dépendance là, donc on va pas le faire. On sait nos dépendances, on sait qu'il faut lutter contre sur la défense, etc. On va le faire, mais en termes de rhétorique, il faut maintenant dire, très bien, tu nous mets des droits de douane, nous aussi on va en mettre sur la pharma, on va en faire sur les choses. Vous avez raison. C'est ça qu'il faut faire. Vous avez raison, mais ce qui est inquiétant dans les mots que vous venez d'utiliser, qui sont ceux qui sont utilisés par les exécutifs européens, c'est on va le faire. C'est-à-dire que sur le rapport de force, on va le jouer tout de suite parce que c'est une affaire de communication et on a les moyens de le jouer tout de suite. Par contre, sur la planification à 10 ans qui va nous permettre de sortir de nos dépendances, on est encore aujourd'hui dans un discours de on va le faire. Mais on ne le fait pas. Et rien n'a été initié qui va dans ce sens-là. C'est quand même ça le sujet. Oui, il y a 15% du rapport Draghi. On est pas mal sur la posture, Mathieu, et d'ailleurs, on le ressent. C'est-à-dire que cette posture dont vous parlez, Rafik, c'est-à-dire sur l'épisode des droits de douane, le sketch d'avril, j'allais dire, finalement, les commentaires autour de la position européenne étaient l'Europe est dans la raison, c'est-à-dire qu'elle reste au-dessus de la NAS, elle gère, elle veut négocier. On a le sentiment quand même qu'il y a une inflexion cette fois-ci. C'est-à-dire que c'est pas la raison qui l'emporte, c'est-à-dire que même de la part de Starmer, un peu moins de la part de l'Allemagne et de Merz, mais quand même, il y a un alignement en disant trop, c'est trop. Est-ce que ce tweet, ce basculement, vous le percevez, Mathieu? Et aujourd'hui, c'est une bascule dans les mots. Je le perçois, mais derrière, ça veut dire qu'il va falloir vraiment changer de narratif vis-à-vis des Européens aussi. C'est-à-dire que si on rentre dans ce nouveau monde-là, et vous le disiez très bien, ça veut dire qu'il y a urgence à stopper et à réduire nos dépendances vis-à-vis des États-Unis. Mais ça demande forcément, c'est un jeu à double tranchant, et pour ça, il faudra avoir un narratif très clair vis-à-vis des Européens pour leur dire il va falloir maintenant tous se prendre l'impact pendant cette transition pour s'affranchir de nos dépendances. Un exemple parmi d'autres, vous prenez l'arme énergétique. Aujourd'hui, depuis 4 ans, et l'invasion russe en Ukraine, il y a eu un pivot énergétique vers le GNL américain, et aujourd'hui, vous avez la moitié des importations du GNL en Europe qui est du GNL américain. Donald Trump a dit à ses électeurs, regardez, grâce à moi, on va
on va conquérir le marché européen et on va devenir le premier fournisseur, etc., de GNL. Voilà, ça, on peut appuyer sur ce bouton-là. Mais pour se tourner vers qui, comment et quel coût ça comportera, c'est très compliqué. Il y a des études qui ont été faites il y a 20 ans sur l'Europe de l'énergie. Quand Exactement. vous regardez tout ce que l'on a au niveau du Nord, sur l'éolienne, sur le solaire, au Sud, sur le nucléaire, on a les capacités, si on avait fait cette Europe de l'énergie. Il y a l'Algérie aussi. On a l'Algérie aussi. Oui, donc il y a des pistes. Exactement. Simplement, c'est un nouveau pivot et des nouveaux canaux qui ne se font pas du jour au lendemain et qui risquent d'avoir un impact prix conséquent pour le consommateur européen. Ce sera le prix à payer. Donc ça, souvenez-vous, pour la Russie, on avait dit c'est impossible de se passer du gaz et du pétrole russe. Complètement. Là, vous regardez, et puis vous avez des secteurs sur lesquels effectivement, là, ce serait un vrai coup de massue pour les géants américains, secteur de la défense ou secteur du numérique. Vous prenez que ça, il suffit de regarder ce qui se passe sur les marchés. Les valeurs qui bondissent en ce moment, c'est quoi? C'est OVH Cloud et Thales. Voilà, donc satellite. Deux secteurs très exposés. Non, mais satellite et numérique, quand vous savez qu'aujourd'hui, vous avez 60% des capacités militaires de l'OTAN, c'est quoi? C'est du matériel américain. Bon, bah oui, du jour au lendemain, on va se dire, bon, bah maintenant, préférence européenne, on n'achète plus de matériel militaire européen. Les data centers, c'est que du OVH ou que de l'européen. Et puis aussi, peut-être, changer de. Ça, c'est peut-être un autre prix à payer, mais qui rejoindra peut-être la thématique industrialisation qu'on a. Mais est-ce que l'Europe ne devrait pas aussi réfléchir beaucoup plus en termes européens avec cette notion de best athlète, c'est-à-dire que si le marché n'est que européen et plus national, qui est le meilleur où? Et à ce moment-là, on met tout le paquet là-bas. Voilà. La best athlète. Les arbitrages, finalement. Voilà, okay. Aéronautique. Alors, exactement. Parmi les éléments sur la table, je dis sur la table, et peut-être fantasmé, évidemment, il y a la dette américaine, puisque l'Europe en détient. J'emploie le mot fantasmé parce que, Anne-Sophie, est-ce que c'est une arme réelle ou, honnêtement, c'est le bouton nucléaire? Ça, c'est le bouton nucléaire parce que là, les conséquences, je trouve que par rapport à l'industrie ou les autres choses, là, sont totalement différentes. Pourquoi on a eu en avril? Parce que la dette américaine commençait à être attaquée. Donc, c'était ça. Les Japonais commençaient à vendre. On n'a jamais vu ça. Enfin bon, là, il y avait vraiment un vrai risque sur la dette américaine. Donc, c'est sûr que les Américains pourraient, en tout cas, en parler, faire des allusions. Je pense qu'ils n'iront pas du tout sur cet élément-là, parce que là, on peut vraiment rentrer dans une crise de la dette mondiale avec des conséquences vraiment très importantes, y compris pour l'Europe, y compris pour l'euro. Donc, je pense qu'on va être beaucoup plus sur l'industrie, sur l'accès au marché, sur ce genre de choses que vraiment sur la dette. Aujourd'hui, c'est une arme qui est fantasmée. Ça, c'est une arme dont ils font parler vu qui on a en face de nous, mais je pense que voilà, dans l'échelon, on ira beaucoup plus sur l'industrie, même sur le numérique, en menace, que vraiment d'attaquer la dette américaine. La dette américaine, sans être une menace, parfois, je crois que les leçons d'avril dernier, on s'est rendu compte après coup qu'il y avait eu notamment beaucoup de ventes d'obligations américaines qui venaient du Japon et qui n'étaient pas quelque chose qui avait été décidé comme une décision politique. C'était pas coordonné. C'était des ventes quasi. C'était un mécanisme automatique. À partir d'un certain niveau de tension, vous avez automatiquement des ventes qui se font. Il n'y avait même pas de décision politique derrière. Donc, cette arme, elle peut aussi s'enclencher automatiquement. Alors, à l'inverse, il y a les fonds de pension danois qui commencent à prendre des postures qui sont réellement des postures politiques, en disant que graduellement, ils vont vendre la dette américaine. Mais ça pourrait le faire reculer, par contre. Est-ce que, des dernières questions avant qu'on fasse une pause, est-ce que l'Europe devrait apprendre de la Chine aujourd'hui? La planification, ça a été très bien dit. Le vrai sujet, l'erreur fondamentale de la France et de l'Europe, c'est d'avoir arrêté de faire de la planification dans les années 80, dans les années 90. Ça, c'est vraiment l'erreur. On en a fait après la Seconde Guerre mondiale avec le plan Marshall, très bien. Moi, je suis issu du BIP, Bureau d'information de prévision économique. On faisait des prévisions à 20-30 ans par secteur industriel. On savait exactement où chaque industrie allait être dans 30 ans. On a arrêté ça c'est vraiment l'erreur totale. Les États-Unis et la Chine sont sur la planification, quoi qu'il en soit. La Chine, on le sait, mais également les États-Unis. Sur l'énergie, sur le numérique, on n'est que dans de la planification malgré les changements de président. Et nous, on a complètement abandonné ça. Donc, ce qu'il faut, ce serait d'avoir une politique industrielle européenne avec de la planification dans ces fameux secteurs dont vous parlez. Moi, j'y crois pas, donc je pense qu'on va faire comme pour la défense, des groupes de pays qui même me suivent. Vous venez si vous le souhaitez, vous mettez au pot, et s'il y a un problème, vous êtes dans le groupe. C'est comme ça que ça marchera. Rafik Smati, est-ce que l'Europe doit apprendre aussi de la Chine? On doit apprendre de la Chine sur la logique de planification, mais on doit par-dessus tout apprendre de notre propre histoire, parce que la planification, c'est pas quelque chose, c'est pas comme si on l'avait jamais pratiqué. On l'a pratiqué et on l'a pratiqué avec succès. Et ça a permis de faire de la France une grande puissance dans la deuxième partie du siècle dernier. Ainsi de suite, Exactement. L'aéronautique. Et puis,
plus récemment, d'un point de vue beaucoup plus micro, nous avons 2 exemples de planification, de projets planifiés qui ont fonctionné. Notre-Dame de Paris. La reconstruction de Notre-Dame, c'est un projet de planification. Ça a fait l'objet d'une organisation de type planification, avec des circuits très courts, avec un accès direct à l'exécutif, et en s'affranchissant d'un certain nombre de règles. Et pareil pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est une entreprise de planification. Et donc, ce qui montre bien que quand le génie français, et par extension européen, est capable de s'organiser et de planifier, et de ne pas être dans la négation du long terme, parce qu'une partie de nos échecs aujourd'hui, en France et en Europe, c'est d'avoir renoncé au long terme. C'est d'avoir renoncé à dire que, certes, il y a une boîte à outils de très court terme à mettre en place d'un point de vue politique, mais nous devons aussi collectivement avoir une vision à 10 ans, à 20 ans et même à 50 ans. L'une des forces de la Chine et de tous les grands empires qui sont en train de se constituer, c'est qu'ils sont animés par un projet qui les dépasse, par un projet supérieur, qui souvent d'ailleurs s'oppose à nous. C'est bien le problème. Et donc on ne peut pas combattre avec des gens qui ont la tête dans 2050 en ayant la tête dans 2027 et la prochaine élection présidentielle. Donc renouer avec le long terme, c'est renouer avec une logique de planification et renouer avec une certaine forme d'excellence. Ouais, et nous sommes capables de le faire. Mais la difficulté, c'est que si on rentre, si ça se confirme qu'on rentre dans ce nouveau monde hémisphérique, eh ben, la planification ne peut être qu'européenne. Donc très bien, planifions, mais alors planifions avec... nos amis hongrois, par exemple. Ouais. Donc, et pour planifier, on a besoin d'un leadership. Et je crois que c'est une question importante, parce que si vous n'avez pas de leadership, il n'y a pas de planification. Ursula von der Leyen, je ne suis pas sûr qu'elle puisse incarner ce leadership. Mario Draghi, peut-être que oui. Vous pouvez. Alors moi, j'ai autre chose qui est planifiée, c'est une pause. On se retrouve juste après.